bonsoir, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission Transfrontalière. Voilà 10 ans que le Grand Genève porte ce nom. Depuis, un certain nombre de projets ont été menés, construction de trams, gares, Léman Express, voies vertes, bus à haut niveau de service et j'en passe. Qu'en est-il de la suite? Comment avancer dans les prochaines années? On en parle avec nos trois invités, Antonio Gers pour Genève, Christian Dupessel pour la France et nous accueillerons aussi le président du Forum d'agglomération, Olivier Dufour. Et puis en fin d'émission, en cette période hivernale, place au fromage, nous vous proposons un concours de fondue entre une recette suisse et une recette savoyarde. Dégustation à l'aveugle par nos journalistes de la région. Tout ça, c'est juste après l'actualité transfrontalière du mois. Le projet de tram Nation Grand Saconnet va pouvoir avancer. Les Saconnaisiens votaient fin novembre sur la cession de parcelles pour la construction du tram. Le oui l'a emporté à 51,24%. Les travaux devraient débuter à la mi-2023 pour une mise en service en 2026. La prolongation suivra ensuite vers Ferney-Voltaire. Les États généraux de la santé ont réuni 60 participants du Grand Genève. Les discussions ont tourné autour du manque de personnel soignant en France voisine et des parcours de patients. Contre la pénurie de personnel, plusieurs idées ont émergé. Une hausse des salaires français, une zone binationale pour permettre de travailler des deux côtés sans problème administratif, ou une meilleure formation en Suisse pour accroître le personnel helvétique. L'extension du centre commercial et de loisirs Vitam à Nédan sera plus modeste que prévu, un tiers de surface en moins sur le territoire de l'ancien club Macumba. Le responsable Migros France indique avoir changé ses plans depuis la crise sanitaire et la guerre en Ukraine et leurs conséquences sur la consommation et le coût énergétique. Le centre agrandi doit normalement ouvrir en 2029. 10 bougies soufflées en 2022. Le Grand Genève porte ce nom depuis une décennie. Pour en parler, le président du Grand Genève, Antonio Gers, Christian Dupessel, président du pôle métropolitain du Genevois français et Olivier Dufour, président du Forum d'agglomération. Bonsoir à tous les trois. Il nous manque l'élu vaudoise qui n'a malheureusement pas pu être là avec nous aujourd'hui. Il y a 10 ans, c'était ce nom Grand Genève qui était choisi à 44% par la population. Est-ce que 10 ans plus tard, vous êtes heureux de ce nom? Est-ce qu'il avait été bien choisi? Est-ce qu'il marche toujours bien, Antonio Gers? C'est peut-être pas aux Genevois de répondre. Christian Dupessel aussi, sinon? Ah oui, je veux bien répondre, Antonio. D'autant plus qu'à l'époque, si je me souviens bien, c'est dans la consultation, c'est la partie française qui avait été majoritairement, qui avait porté majoritairement le nom de Grand Genève. Je crois qu'aujourd'hui, ce terme de Grand Genève correspond à une vraie réalité. Et je pense que pendant ces 10 ans, on a progressé sur l'idée même de bassin de vie transfrontalier. Et le bassin de vie transfrontalier, c'est vraiment le Grand Genève. Et il commence à y avoir une identité derrière cette expression où, encore une fois, quand on discute avec les gens, les Français se retrouvent sans aucun problème. La région Nyon n'était pas forcément favorable à ce nom et ne se sentait pas très représenté. Olivier Dufour, vous avez, avec le Forum d'agglomération, une représentation de toutes les associations, d'une grande partie des associations, à la fois de France, de Genève et de Nyon. Comment se sentent les associations sur ce nom-là, Grand Genève? Je pense que c'est un long apprentissage. En fait, nous avons au Forum, je représente le club en fauteuil roulant Genève, l'association suisse des paraplégiques, et nous avons organisé en 2017 la rencontre de tous ces clubs de Suisse dans le canton de Vaud, parce qu'il fallait trouver une salle suffisamment grande pour mettre 300 personnes, dont 150 en fauteuil roulant. Et c'est vrai que pour embarquer nos amis de la côte, il a fallu qu'on fasse tout notre travail sur la côte. Pour eux, c'était clair que c'est quelque chose qui progresse petit à petit. Je pense qu'ils voient des effets dans leur vie régulière avec la question notamment de la mobilité des transports publics. Mais par ailleurs, je pense aussi que même si, comme dit Christian Dupessel, on s'habitue, on vit dans ce Grand Genève, par ailleurs, on reste avec notre propre histoire. Et c'est l'enjeu final, ça sera de pouvoir vraiment travailler ensemble, avoir du sentiment d'appartenance, et puis d'autre part aussi apporter cette particularité de chacune de ces zones finalement. Venons-en au concret. Le Grand Genève, c'est surtout ces projets d'agglomération. Sur les 3 premiers projets d'agglomération, c'est 507 millions de francs accordés par la Confédération, puis 141 millions là, pour le projet d'agglomération numéro 4 qui vient tout juste d'arriver. Sans ces projets d'agglomération, en fait, il n'y aurait pas de Grand Genève. Ça tient là-dessus, Antonio Gers? Alors, je dirais que le Grand Genève est une réalité, c'est-à-dire quand le canton de Genève a 650 000 passages à sa frontière par jour, dans les deux sens et tout mode de transport confondu,
et Vaud et France aussi, on voit qu'en fait, il est vain de comprendre le fonctionnement de cet espace de vie entre le Jura et le Salève que dans une frontière cantonale. Donc je dirais que le Grand Genève est une réalité urbaine, économique, d'emploi social. Mais c'est vrai que sa dynamique institutionnelle et politique, c'est-à-dire le fait que les autorités se réunissent et travaillent ensemble à l'avènement de projets communs, il faut l'admettre, le Fonds fédéral, le fait que Berne récompense financièrement de manière importante, comme vous l'avez souligné, le fait qu'on arrive à proposer des projets communs, transport bien sûr, mais aussi nature et d'autres enjeux encore du vivre ensemble, nous fédère. Ça, je crois qu'il faut l'admettre. C'est pas que ça, le Grand Genève, mais c'est un des grands moments, c'est travailler sur ces projets d'agglomération. Il y a eu énormément de projets menés depuis 10 ans. On a construit des trams, on a construit les gares Léman Express avec l'inauguration de Léman Express, c'était il y a 3 ans. Les voies vertes, requalification de la route suisse. On a eu aussi le bus à haut niveau de service du côté de Gex. Quel a été le projet peut-être le plus marquant ? Le cœur, c'est le Léman Express. Il faut bien le dire, le cœur, c'est le Léman Express. C'est ce squelette très, très fort, très solide, qui irrigue l'ensemble de nos régions. Et je me souviendrai toujours de cette journée du 15 décembre 2019, où la fameuse révolution de la mobilité devenait une réalité avec les infrastructures dont vous venez de parler. Et pour Annemasse, permettez-moi cette petite remarque un peu personnelle, pour Annemasse, le même jour d'inauguration du Léman Express et de la gare, et du tram, et de la voie verte, ces 3 éléments extrêmement utilisés. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est une vraie réussite. C'est pas simplement des infrastructures. 60 000 passages par jour. Voilà, 70 000 voyageurs dans le Léman Express tous les jours, 9 000 dans le tram, plusieurs milliers sur la voie verte. Là, pour la voie verte, c'est la 3e voie verte la plus utilisée en France. Donc, on a là la preuve que c'est une réussite. Olivier Dufour, qu'est-ce qui vous a marqué du point de vue de la société civile sur ces grands projets, sur ces 10 années ? Alors, ce qui a marqué les organisations du Forum d'agglomération, c'est que le Forum a été de plus en plus associé au travail avec les autorités, avec les équipes techniques du Grand Genève. Le Forum, c'est quand même 65 organisations de la société civile du côté français, genevois et vaudois. Et il y a un travail de très grosse proximité. Pour le dernier projet d'agglomération 4, une commission d'à peu près 25 personnes a été impliquée dans tout le travail avec les commissions techniques jusqu'au bout. On a même notamment fait apparaître une problématique sur la mobilité douce qui n'était que mal prise en compte, mais à Genève comme ailleurs, qu'est la question piétonne. Et il y aura probablement dans le projet d'agglomération 5 des mesures plus strictement piétonne que mixte, si vous voulez. Donc ça, c'est le travail de collaboration continue qui est vraiment important aujourd'hui dans la phase actuellement de la réflexion sur le Grand Genève en transition, la vision territoriale transfrontalière, etc., où tous ces membres d'organisation qui sont tous là bénévolement. Et qui donne un gros travail. Actuellement, on traite 6 saisines ou autosaisines en parallèle de façon tout à fait active, avec des gens très impliqués, très intéressés, avec des vraies discussions. Donc, ce qui nous marque le plus, c'est cette progression-là. Ce qui nous manque, peut-être, et c'est sur ça qu'on essaie d'avancer maintenant, c'est la question de comment on peut plus impliquer les habitants dans la réflexion et la décision. Alors, il y a un début avec le Grand Genève en transition, mais nous venons de lancer un projet sur la gouvernance et on veut travailler sur essayer de trouver une solution qui ne sera pas un parlement, évidemment, mais qui permettrait une plus grande implication dans les décisions aussi. Je reviens un tout petit peu sur ces passages de frontières, parce que l'objectif aussi du Grand Genève depuis quelques mois, c'est vraiment d'avancer sur la question environnementale, avec l'objectif 60% de baisse des émissions pour 2030, et objectif neutralité carbone pour 2050. On a l'impression que c'est vraiment demain. Et puis quand on regarde les chiffres, alors il y a moins 15% d'entrée sur le territoire par le trafic motorisé en 2021, mais il y a encore 381 100 passages par jour en voiture qui arrivent dans le canton. Ça va être hyper compliqué, non ? Oui, bien sûr que l'étalement urbain, c'est ça dont on parle, c'est-à-dire d'habiter loin de son lieu de travail et encore dans des régions peu denses, c'est-à-dire où il y a peu d'offres de transport public. Eh bien, on y répond en partie par le Léman Express et par un maillage aussi avec des péplucères autour de ce Léman Express. Mais il faut l'admettre que finalement, aujourd'hui, le phénomène transfrontalier, c'est-à-dire des gens qui habitent en France mais qui travaillent en Suisse,
vient de très loin. On a vu ce chiffre assez impressionnant qui nous vient du Grand Annecy. 10% des actifs du Grand Annecy sont frontaliers à Genève. Donc, c'est-à-dire que Genève devenue un des principaux employeurs d'Annecy. Et le phénomène s'étale encore plus. Et ça, c'est vrai qu'on voit, et c'est malheureusement souvent le cas, c'est que l'économie et puis le comportement des gens va plus vite que la capacité des autorités politiques à y répondre par des infrastructures. Et on perd beaucoup de temps. Là, il faudrait réfléchir. On a le Léman Express, c'est le CEVA, il faut qu'on en fasse un deuxième, un troisième. Parce que 380 000, c'est encore... Mais bien sûr, et d'un autre côté, on ne peut pas reprocher aux gens d'être frontaliers si, en fait, Genève vit une crise du logement permanente et n'arrive pas à loger ses propres actifs. Ça crée aussi de la pollution locale, des nuisances, etc. Et ça, c'est un des enjeux sur lequel nous travaillons et sur lequel il y a un fort consensus au niveau des autorités du Grand Genève, c'est d'essayer de recréer un peu une ville de courte distance, c'est-à-dire que, voilà, d'essayer de limiter cette mobilité automobile au quotidien. On a tous besoin de temps à autre d'une voiture, mais l'idée, c'est d'avoir un usage peut-être plus raisonné. Il y a un transport dont on parle assez peu, c'est le bateau, parce que finalement, ce qui nous lie entre Vaud, Genève et la France voisine, c'est aussi ce moyen de transport-là qui est assez peu exploité. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des bateaux électriques ou des bateaux à zéro émission? Je ne sais pas, je pose le sujet comme ça sur la table. De toute manière, il faudra qu'on imagine qu'on aille plus loin. Je partage l'analyse que vient de faire Anthony Rogers. Je pense qu'on a fait, et je maintiens le terme, une vraie révolution dans la mobilité grâce aux grandes infrastructures. Aujourd'hui, il faut que ces grandes infrastructures de transport soient plus facilement abordables par les habitants. Mais disons, le Léman Express est déjà presque plein. Oui, mais on peut encore faire mieux. On peut augmenter le cadencement. Je prends par exemple le Chablais, et ça me permettra de parler de bateau. Je prends le Chablais. Aujourd'hui, c'est sans doute la ligne du Léman Express qui fonctionne le plus. Mais elle fonctionne tellement bien qu'on se croirait le matin dans un RER de la région parisienne. Donc, ça veut dire qu'il faut rajouter des possibilités. Donc, il faut que l'infrastructure suive. Et puis, puisque je parle de Thonon, du Chablais, il est évident que, y compris en direction du Grand Genève, mais aussi en direction de Lausanne et du canton de Vaud, le bateau doit se développer. C'est un élément essentiel de la capacité à se déplacer. Et puis, mais la question reste fondamentale, et c'est celle sur laquelle on doit travailler. Il faudra bien un rééquilibrage entre emploi et logement par rapport à ça paraît hyper difficile parce que quand ça paraît très compliqué parce que Genève, on n'a pas le droit de construire plus que ce qu'on a déjà parce qu'on n'a pas le droit d'impacter sur la zone agricole. En France, il y a aussi cette volonté de limiter la zone agricole. Oui, mais... Finalement, où est-ce qu'on construit? Et en plus, notre population va vieillir. Donc, disons qu'on aura moins d'actifs. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si vous me permettez, il n'y a pas que le où est-ce qu'on construit, il y a le comment on construit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on construit, est-ce qu'on est capable de construire plus haut, par exemple, pour libérer du sol? C'est des questions qui se posent. Mais je crois que l'équilibrage entre nos économies, c'est compliqué. Mais c'est un travail qu'on devra faire également pour arriver aux objectifs que vous rappelez en matière de transition écologique. Juste un petit mot, Olivier Dufour, vous, quel regard vous portez un petit peu sur cette croissance du Grand Genève? Parce que finalement, la société civile doit aussi être là pour accompagner les citoyens. On est sur quelque chose d'assez difficile pour les 20 prochaines années. Bien, au Forum de l'agglomération, il y a de sérieuses discussions sur quel est le modèle économique ou le modèle de croissance de façon plus large qui est en cours. Et c'est quand même admis dans la discussion qu'il faut réfléchir à ce modèle de croissance et essayer de trouver une solution pour la maîtriser ou le diriger autrement. Et vers autre chose que, entre guillemets, du profit, faire autrement. Parce que je pense personnellement, et en tout cas c'est la position générale de beaucoup d'organisations dans le forum, que l'attirance de Genève, cette espèce de pôle aimant, est du Grand Genève maintenant. En fait, elle est comme ça. Comme disait Anthony Rogers juste avant, les infrastructures ont un peu de retard et finalement les gens d'Annecy viennent travailler ici. Et ça, c'est la partie qui va se faire de toute façon. C'est-à-dire que l'eau, elle passe où il y a des failles. Et donc, il faut vraiment réfléchir à ce modèle de croissance-là. Et ça prend un certain temps.
effectivement, nous sommes convaincus, et puisque les organisations du monde économique sont aussi membres du forum, qu'il y a une réflexion aussi dans le monde économique. Parce que probablement que plein de gens se rendent bien compte que si on va sans réfléchir à rien, on va pas pouvoir s'en sortir. Surtout que selon les modèles statistiques qui sont opérés, on voit que dans les 10-20 prochaines années, le nombre d'emplois par région économique va rester le même. C'est-à-dire que Genève aura toujours le même pourcentage d'emplois par rapport à la France. Donc il n'y aura pas forcément de rééquilibrage. Ou alors il faut vraiment mettre un coup de collier, quoi. C'est vrai que aussi, ma foi, on sait que l'attractivité ou le positionnement des entreprises, surtout multinationales, dépend de certaines conditions, du droit du travail, des fiscalités d'entreprise, d'une certaine stabilité politique, etc., qui sont des choses qui nous dépassent, dans le fond, dans notre agglomération. Puis c'est des choses qui dépendent aussi des États-nations, et surtout des États-nations. Par contre, là où on a plus de marge de manœuvre de part et d'autre de la frontière, c'est où est-ce qu'on construit. Parce que quand vous dites, oui, on ne peut plus s'étaler sur les champs agricoles, moi je dis tant mieux. Il faut préserver la terre agricole. Par contre, on a beaucoup d'endroits sur lesquels on peut demain offrir un potentiel de logement. Et pour revenir sur le canton de Genève, on a par exemple le Pave, la Praille à Cassavernet, c'est ici autour, c'est un potentiel de plus de 10 000 logements. Et même dans le cas du Grand Genève, c'est l'évolution aussi qu'il y a eu sur côté vaudois, côté français de manière forte ces dernières années, il faut en arrêter cet étalement aussi. C'est-à-dire que si les gens vivent près des gares du Léman Express, ils peuvent être assez loin en France. Après, ils prennent le train, puis ils arrivent en ville et ils vont bosser. Et ce modèle-là, c'est le modèle de Zurich. C'est le modèle du canton de Berne. Moi, qui ai vécu une année à Berne, il y a des réseaux RER partout et les gens habitent dans des villages pas très grands, on va dire 10-15 000 habitants, mais ils vont en vélo à leur gare et après, ils sont au centre-ville de Berne en train. Il n'y a pas de voiture dans ce modèle-là. Et donc, c'est ça l'enjeu de la révolution territoriale qu'on doit tous faire, c'est arrêter de déclasser des nouvelles zones agricoles pour y mettre des villas, pour être très clair, parce que c'est l'habitat le moins dense, et la villa appelle la voiture. On sait qu'en gros, une villa, c'est 2 voitures, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On a beaucoup progressé dans nos débats pour dire, maintenant, il faut que si on construit autour finalement de l'ossature du Grand Genève, qui est son réseau ferroviaire. On arrive déjà au bout. Une aspiration pour les 10 prochaines années pour le Grand Genève. Alors, Olivier Dufour. Pour faire lien avec ce que vient de citer Antonio Hodgers, la question du transport ferroviaire, on a, avec le CEVA, juste bouclé un projet de 1855, je veux dire. Donc, on a juste bouclé ça. Donc, maintenant, il faut qu'on prenne de l'avance sur l'avenir par rapport à une vraie révolution dans la mobilité à l'intérieur de l'agglomération. Et il y aura probablement une décision pour un schéma piéton comme il y a un schéma cyclable. Ça sera prendre une grande avancée par rapport à ça. Et c'est vrai que les zones les plus rurales, comme du côté français, évidemment, ça va être un peu compliqué. Mais il y a à inventer aussi de nouveaux modes de mobilité, de micro-mobilité adaptée à des lieux, à des espaces, etc. Et je pense qu'on est créatif beaucoup là-dessus. Christian Dupessay. J'aurais plusieurs choses. Je pourrais reprendre la transition écologique et les objectifs qui viennent d'être cités que je partage. Je pourrais parler de la gouvernance aussi, renforcer cette gouvernance, faire qu'elle soit plus proche de la population. C'est une vraie réflexion et je remercie le Forum de travailler là-dessus. Et puis, je mettrai l'accent sur la nécessité, dans un bassin de vie transfrontalier, de travailler encore plus sur les équilibres. Les équilibres liés à l'habitat, mais aussi les équilibres liés au développement économique, les équilibres liés au fonctionnement même par exemple, de nos hôpitaux. C'est une vraie réalité aujourd'hui. Voilà. Donc, on a des questions qui nous dépassent en termes de responsabilité, mais qu'on ne peut pas évacuer sur le Grand Genève. Donc, on a encore beaucoup à faire et on le fait ensemble. Et je voudrais dire qu'on travaille quand même en parfaite cohérence ensemble. Ça n'empêche pas nos différences. Et donc, je suis optimiste. Quand même. Antonio Hodgers, pour conclure. Je pense que le Grand Genève arrive justement à un niveau de maturité politique très intéressant. Par exemple, le déficit de personnel soignant qui existe partout, mais qui est très fort ici. Du côté français, Genève doit en tenir compte. Parce qu'il n'est pas possible que le modèle genevois se fasse au détriment de ses voisins. Ça ne tiendra pas, en fait, au bout d'un moment. Donc, je pense qu'il faut de plus en plus, et ça illustre ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire que le Grand Genève c'est-à-dire que les problèmes se posent à l'échelle de l'agglomération, dans le fond, par eux-mêmes, par leur nature.
Et peut-être pour conclure, vous demandez qu'est-ce qu'on va faire ces prochaines années. Je prendrais peut-être quelque chose de plus anecdotique, mais qui me tient à cœur. On a beaucoup parlé un peu de la libre circulation des humains. Parlons aussi de la libre circulation de la faune, des animaux, de la petite et grande faune. Et on finance, dans le cadre du Grand Genève, des écoponts, par exemple, qui passent sur l'autoroute, qui permettent à ces animaux des corridors biologiques, qui permettent cette libre circulation aussi de la nature, en fait. Et je crois que les animaux, par essence, ils s'en fichent des frontières humaines, ils ont bien raison. Et ils ont eux-mêmes, quelque part, un déplacement dans cet espace que l'on partage avec eux finalement et dont on doit tenir compte. Chaque fois qu'on met une route pour des humains, pour des voitures, on est en train de couper un passage de la nature et donc il faut les reconstruire et on a des beaux projets là-dessus. Voilà, c'est assez anecdotique. La petite pique à l'égard de l'autoroute Thonon-Machy qui est un projet. Voyez, vous pensez Machy, on n'y pense pas. Projet dont on reparlera très bientôt. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Au revoir. France voisine et Suisse ont en commun l'amour du fromage fondu, même si les recettes divergent. La fameuse fondue se prépare différemment, mais laquelle est la meilleure? Nous avons préparé un concours en conviant des journalistes des deux côtés de la frontière. La fondue est-elle suisse ou française? La question agite la Haute-Savoie et la Suisse depuis des centaines d'années. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'apparition du mot fondu vient de la physiologie du goût en 1826 par Anthelme Brillat-Savarin, qui était critique culinaire. Je cite, « C'est un mets sain, savoureux, appétissant, de prompte confection et partant toujours prêt à faire face à l'arrivée de quelques convives inattendus. À l'époque, la fondue était faite avec du beurre, des œufs et du fromage. » On va voir aujourd'hui, on vous propose un petit concours entre fondue suisse et fondue savoyarde. Vous allez nous faire la fondue suisse. Est-ce qu'elle a une particularité, cette fondue suisse? Non, pour moi, pas spécialement. Je mets du vin blanc, souvent du chasselas, je mets du vacherin suisse, du gruyère suisse. Bon, moi, je mets aussi un peu d'ail, à la fin du kirsch, et puis du poivre aussi, bien avec le moulin à poivre. Voilà. Donc vous pensez que vous allez gagner aujourd'hui? Ah oui, on est en Suisse. Bien sûr. Contre François, voilà. C'est pas... François, qui est savoyard, haut savoyard d'origine, pas professionnel, c'est-à-dire pas restaurateur, mais assez calé en fondue savoyarde. Qu'est-ce que vous mettez dans cette fameuse fondue? Alors, dans la fondue, il y a de l'abondance, du Beaufort et de la tome de Savoie. Du vrai fromage savoyard. Et en vin blanc, je vais mettre un petit jonsieux de Savoie. On va essayer de battre les Suisses. On attend que ça soit chaud, pas bouillant, et après je mets mon fromage. Tous les fromages sont mélangés. Alors c'est pas de l'eau, c'est du kirsch, hein, vous inquiétez pas, c'est du kirsch maison. Alors voilà, les deux fondues sont là, sont prêtes. On a pour les tester Victoria Lopez de 8 Mont-Blanc. Nous avons Léa Fricknecht de la Tribune de Genève et puis nos deux journalistes de l'Aimant Bleu, Julie Zog et Gilles Miellot. C'est parti, on vous laisse touiller, estimer. Laquelle est la Suisse, laquelle est la Savoyarde? À l'odeur, je dirais la Suisse. C'est vrai? La Suisse, à l'odeur. C'est pas évident. Pour l'instant, la première est bonne. Très bien. Il y en a une qui est plus grasse que l'autre. Il y en a une qui est plus alcoolisée que l'autre. Dans la façon dont elles s'assemblent, dont les fromages s'assemblent entre eux, je trouve qu'il y en a une qui est peut-être un peu moins liée. Cécile, on est au Franco-Suisse. Il faut rappeler que ce restaurant est pile à la frontière, c'est ça? Exactement, enfin, on est en Suisse.
Jusqu'à dans les années 70, le restaurant, la frontière passait à travers. Et maintenant, on est fiers de représenter la Suisse en France. Qu'est-ce que vous proposez ici comme mets? On a vu la fondue, mais qu'est-ce que vous proposez? On a la fondue, entre autres. On est spécialisé un petit peu comme un bouchon lyonnais. Des plats qui sont chaleureux, des plats qui donnent envie. Laquelle est la meilleure selon vous, Gilles? Les deux sont bien, mais je préférais, pour le midi, là, je préférais celle-ci. Je pars sur la même conclusion que Gilles. Or, moi, c'est vraiment midi ou soir, ce sera celle-ci. Ce sera celle-ci. Je vais se mettre les drapeaux aussi. Comment vous pensez? Je suis assez du même avis que tout le monde aussi. Celle-ci est plus légère. L'autre est plus grasse, elle est bonne aussi, mais je préfère aussi celle-ci. C'est vraiment la texture qui m'importe et comme disaient mes collègues, c'est effectivement cette sensation que celle-ci est un peu plus légère et du coup je vais pencher pour celle-ci. Je crois qu'il y a unanimité à cette table. Tout le monde a décidé que celle-ci était la savoyarde et celle-ci était la suisse. Bon, vous avez raison, c'est le cas. Je vous laisse continuer à manger. On va inviter nos cuisiniers à venir avec nous. Savoyarde est un petit peu meilleure que la Suisse. Mon amour, c'est la Suisse. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle thématique. À bientôt.